Bienvenue à cette conférence de l'Université du Troisième Âge sur le Tai Chi Chuan, dont le titre complet est le Tai Chi Chuan, pratique physique adaptée aux seniors. Je suis Frédéric Euser, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis professeur d'éducation physique et sportive. J'enseigne les sports de combat aux étudiants du T1 Capitole, à savoir la self-défense, le karaté, la boxe française et bien sûr le tai chi. Voilà, vous m'entendrez parler de tai chi. C'est vrai que c'est plus simple, mais c'est bien la même activité. Voilà. Donc on va démarrer. Donc il y a un PowerPoint là qui va défiler. En même temps que je parle. Alors, donc vous avez peut-être assisté à une conférence antérieure que j'ai faite sur le vieillissement et l'activité physique. Nous n'allons pas en reprendre les éléments théoriques au complet pour ne pas être redondant. L'exposé de ce jour va cibler les bienfaits de la pratique du tai chi et son adaptation particulière au public des seniors. En effet, un Français sur deux âgé entre 55 et 64 ans pratique une activité physique. Le sport n'est pas réservé qu'aux jeunes, il est même vivement recommandé aux seniors. Si des précautions sont à prendre avant de commencer la pratique d'un sport, les études montrent que faire de l'exercice permet de prévenir les conséquences des chutes et de diminuer les risques de perte d'autonomie. Calme ou plus dynamique, certains sports sont particulièrement adaptés aux personnes âgées et c'est la raison pour laquelle l'Université du Troisième Âge de Toulouse a décidé de proposer la marche, la gymnastique douce et le tai chi à ses adhérents. À partir de 50 ans, la masse musculaire et la force diminuent de 40 à 50% selon les personnes. Avec l'âge, l'essoufflement est aussi plus important, la prise de poids n'est pas rare et l'équilibre est de plus en plus fragile. La capacité des seniors à conserver une vie autonome est diminuée, les risques de chute plus fréquents. Rester inactif représente alors un danger à partir d'un certain âge. Pour lutter contre ces méfaits, le sport pratiqué en douceur est une très bonne thérapie. Et vous allez voir au bout de cette présentation, quand elle sera complète, que le Tai Chi Chuan est, à mon avis, particulièrement adapté. En tout cas, d'une manière plus générale, l'activité sportive permet, c'est ce que vous voyez sur la diapo la numéro 2, hein, à gauche, c'est tout ce que permet de diminuer l'activité sportive et au contraire tout ce qu'elle permet à droite de faire augmenter, d'entretenir, d'améliorer. Donc l'activité sportive permet de diminuer les risques de chute, de diminuer le risque d'obésité, elle réduit le stress et prévient les maladies cardiaques, elle contribue à la baisse du cholestérol et elle lutte contre l'ostéoporose. Dans les améliorations, elle permet d'améliorer les défenses immunitaires, d'entretenir tout le système musculaire et bien sûr, elle crée du lien social, elle diminue donc aussi le risque de dépression, elle agit sur, on va dire, le moral. Très important avant d'envisager de commencer une activité physique, quelle qu'elle soit, c'est de tenir compte de sa condition physique. Alors, il y a quelques principes et précautions à prendre. Donc, effectivement, avant de s'adonner à une nouvelle activité physique et sportive, il faut avant tout connaître et tenir compte de ses capacités. Il est important de s'entretenir avec son médecin traitant
afin de vérifier que cette activité est adaptée à son état de santé. Certaines caisses complémentaires de retraite proposent à leurs assurés de passer des bilans médicaux et en fonction des résultats, de pratiquer un sport adapté à leurs conditions physiques. Dans tous les cas, il convient également de prendre quelques précautions lors de la reprise, si c'est une reprise d'un sport. Donc, ne pas se lancer dans une activité physique du jour au lendemain. L'entraînement doit être progressif. La régularité aussi va être très importante pour obtenir des bénéfices et surtout éviter de se faire mal, éviter le surentraînement. Pour les activités physiques à plusieurs, choisir un groupe ayant les mêmes capacités que soi. On va en général, à partir d'un certain âge, éviter les compétitions et les efforts violents. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en tai chi. Il n'y a pas proprement dit de compétition et les efforts ne sont jamais violents. Avoir en tout cas le bon équipement, hein, se chausser, se vêtir de manière adaptée, surtout si les activités sont à l'extérieur. Attention aussi à l'hypothermie, hein, la baisse de la température du corps, et surtout à la déshydratation. Il faut boire, hein, quand on fait un effort, il faut boire régulièrement. On en vient à la présentation un peu plus spécifique de l'activité Tai Chi Chuan. Donc, le Tai Chi a été créé par Zhang Sanfeng au XIIe siècle et est aujourd'hui le plus populaire au monde des styles de Qigong martiaux, bien que sa transmission se soit longtemps opérée dans le plus grand secret, à peu près jusqu'au début du XXe siècle. Comme le souligne le docteur Yang Junming en 2003, la plus importante raison de propagation de cet art, ça, je reprends ces termes, est que la pratique du Tai Chi Chuan calme l'esprit et détend le corps et représente un élément de survie de première importance dans le monde mouvementé et stressant où nous vivons. Une autre raison tient dans le fait que depuis sa création, le Tai Chi Chuan a toujours prouvé sa valeur, non seulement dans le domaine de l'autodéfense, mais aussi dans l'amélioration de la condition physique et de la santé. En effet, la pratique du Tai Chi, par ses mouvements souples et détendus, permet de relaxer le corps et de calmer l'esprit. Petite précision terminologique, donc sans entrer dans des détails linguistiques de philosophie chinoise, le terme original chinois pour désigner les arts martiaux signifie cesser l'usage des armes. À l'heure actuelle, les techniques de combat individuelles portent le nom chinois de Wushu, qui se traduit par technique martiale, sous-entendu qui permettent de faire cesser le combat. Voilà. Ça, on retrouve cette philosophie, hein, des arts martiaux aussi dans le karaté. Hein, en japonais, kara, c'est vide, te, c'est la main. Donc, c'est la main vide de toute arme et bien sûr de toute mauvaise intention. Hein, les arts martiaux sont pratiqués dans un but défensif, jamais agressif. Et par exemple, tous les katas, hein, les katas, c'est des combats imaginaires contre plusieurs adversaires, c'est des petites chorégraphies de combat. Tous les katas en karaté, et il y en a plus de 120, commencent tous par une technique de blocage. Jamais un kata ne va commencer par une technique d'attaque. Donc on retrouve là effectivement cette philosophie qui bien sûr vient tout est parti du développement des arts martiaux chinois, du wushu, et donc on retrouve cette philosophie même dans des arts martiaux plus récents. Alors, on va parler un petit peu des styles du Nord et des styles du Sud. Donc, les arts martiaux chinois peuvent être divisés en deux catégories distinctes.
les styles du Nord et les styles du Sud. La ligne, donc là, vous avez à l'écran une carte de la Chine. La ligne géographique qui démarque ces deux parties est le fleuve Yangtze, donc celui du bas. Ce long fleuve traverse le pays d'ouest en est, et de manière générale, les régions qui s'étendent au nord du Yangtze sont formées de grandes plaines, de hauts plateaux et de zones désertiques. Les territoires s'étendant au sud comportent davantage de plaines, de montagnes et de rivières. La densité d'habitants y est nettement plus importante. La longue histoire d'un développement humain marqué par les distinctions que l'on vient de mettre en évidence fait qu'en règle générale, le Chinois du Nord est plus grand de taille que le Chinois du Sud. Alors on peut penser que cela est dû au mode de vie et notamment à l'alimentation. Mais ces éléments nous inspirent plusieurs conclusions. Les Chinois du Nord, donc au nord du fleuve Yangtze, plus grands, ont développé un système avec des distances de combat longues et, par exemple, utilisent plus de coups de pied. À l'inverse, les styles du Sud mettent l'accent sur les distances courtes et, de ce fait, les techniques de main et notamment les saisies. La prédominance de la navigation a aussi influencé les arts martiaux du Sud, qui ont intégré cette notion. Et comme il est plus difficile d'être stable sur l'eau, les techniques mises au point favorisent les positions stables et statiques. Alors, on ne peut pas parler de tai chi sans parler d'interne et d'externe. Ça va permettre de comprendre beaucoup de choses. Les styles externes mettent l'accent sur l'entraînement aux techniques et sur la constitution, on va dire, d'une forte musculature. Les styles internes, au contraire, favorisent l'utilisation de l'énergie vitale, le qi, ce qu'on appelle le qi en chinois, dans le corps. Souvent, on en reparlera un petit peu plus après. Souvent, lorsque l'on commence à pratiquer un art martial, on commence par développer l'externe, surtout si l'on commence jeune. Mais plus on avance dans la pratique, et l'âge aussi, et plus on va se concentrer à développer les aspects internes de la pratique par un travail spécifique sur la respiration, l'ancrage au sol, ce qu'on appelle l'enracinement, le relâchement musculaire et une maîtrise très poussée de son corps au niveau ostéomusculaire. Alors, on va définir justement ce qi, cette énergie. Le qi est l'énergie ou la force naturelle qui emplit l'univers. Traditionnellement, les Chinois pensent que notre univers est composé de 3 forces majeures, le ciel, la terre et l'homme. Au ciel correspond l'énergie céleste, la plus importante des 3, car elle représente les forces exercées sur la terre par les corps célestes, tels que les rayonnements du soleil, la lumière de la lune, et l'énergie qui émane des étoiles. Dans le qi de la terre, il faut inclure les énergies de l'homme, des plantes, des animaux. Le mot qi a donc une signification étendue, qui ne se limite pas à nommer l'énergie qui circule dans le corps, mais peut être utilisé pour désigner toute forme d'énergie, d'action ou d'état énergétique, ou même on parle de magnétisme. Alors, à noter, l'enchaînement de la forme 108, la forme la plus longue du tai chi, est composé de 3 parties, la terre, l'homme et le ciel. On verra, on essaiera en fin d'exposé de passer une petite vidéo sur justement le début de la forme 108 correspondant à la terre qu'on appelle le petit tai chi. Alors, les différents styles de Tai Chi Chuan. Donc, le style Chen, un des plus anciens, est dérivé du style Jiang. Et avant, c'est vrai que l'histoire est vague. Donc là, on est vraiment à la naissance du Tai Chi.
hein, avec le style Jiang au XIIe siècle. Puis, en fait, il a vite disparu et c'est le style Chen qui est arrivé. Donc, le style Yang, le plus connu à l'heure actuelle, est dérivé directement du style Chen. Dans l'ordre, après, furent créés les styles Hao, Wu et Sun. Donc, vous avez à l'écran un petit peu donc ça s'étend avec le style Chen, hein, au XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. D'accord? Et actuellement, c'est quand même le style Yang qui est le plus enseigné. Hein, le style Yang, donc de Yang Luchan, 1799-1872. On va essayer maintenant de définir vraiment le Tai Chi Chuan. Dans son classique sur le Tai Chi Chuan, Wang Zhongyu écrit « Qu'est-ce que le Tai Chi Chuan ?» et il le définit « Fonction pivot entre l'immobilité et le mouvement. Il est la mère du yin et du yang. Dans le mouvement, il divise et au repos, il réunit. » La traduction littérale de Tai Chi Chuan signifie « boxe du fait suprême ». Boxe ultime, ou aussi appelée boxe de l'ombre. Si l'on se tourne vers les origines du Tai Chi et son enseignement, on s'aperçoit que l'oriental ne recherche pas forcément à définir son activité. Pour lui, l'important, c'est la pratique. C'est ainsi que s'est construit aussi l'enseignement des arts martiaux, en général, sur une pédagogie fondée sur une pédagogie de l'imitation. Le maître donne peu de consignes et le pratiquant reproduit la forme et ne pose pas de questions. Pour définir l'activité, on peut, selon ces principes orientaux, se tourner donc vers la pratique. Lorsque vous exécutez le début de l'enchaînement et commencez à bouger, vous êtes en état de tai chi. Votre perception commence à différencier le yin et le yang. En poursuivant la forme, vous passez d'un côté à l'autre, d'un appui sur un autre, et chaque partie de votre corps devient substantielle et insubstantielle. Voilà. Donc, on commence à parler là hein, des formes d'opposition, yin-yang, interne-externe, doux-dur, substantiel-insubstantiel. On va y revenir après un peu plus en détail. Alors, au niveau des fondements de la pratique du Tai Chi, d'un point de vue philosophique, la majeure partie des concepts sur lesquels repose le Tai Chi prennent leurs racines dans le taoïsme et le Tai Chi a pris le concept du yin et du yang. Vous avez à l'écran le symbole du yin et du yang. Le yin est considéré, le principe actif qui régit l'univers, justement, est l'interaction de ces deux pôles, yin-yang. Le yin est considéré comme une force passive et le yang comme une force active. C'est dans l'opposition dynamique entre ces deux pôles que toute chose trouve sa nature. Dans le Yi Jing, qui est un texte fondamental, très ancien, cette interaction est représentée par une ligne discontinue, yin, et une ligne continue, yang. C'est ce qu'on voit à l'écran, les successions de petites lignes tout autour du symbole yin-yang. Ces lignes sont ensuite disposées par groupe de 3 ou de 6. Traditionnellement, la découverte des 8 trigrammes date d'une période s'étalant entre 2852 à 2738 avant Jésus-Christ. C'est sur la base de ces trigrammes fondamentaux que le Tai Chi a tiré ses stratégies martiales de base. Si l'on regarde attentivement la disposition des bagua, les 8 trigrammes originaux qui représentent les 8 directions fondamentales de l'action, on se rend compte qu'ils correspondent aux 8 techniques de base du Tai Chi.
Vous les avez là, repousser, prendre, presser, coup d'épaule, rouler en arrière, briser, pousser, coup de coude. Pour décrire la nature de ces 8 techniques, qu'on appelle les 8 portes, on a assigné à chacune d'entre elles une direction et un trigramme, comme le montre le schéma que vous avez à l'écran. Par exemple, la technique Peng, que l'on voit donc paré, qui est paré, en chinois, est composée de 3 lignes continues, symbole du principe yang, on va dire. Dès lors, cette technique contient une énergie extrême et est utilisée en général avec une certaine explosion de puissance. Outre les différentes actions techniques, les théoriciens du tai chi ont ajouté 5 déplacements actifs ou mouvements stratégiques qui représentent les 5 éléments primaires composant notre univers. Le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Ces 5 déplacements, appelés Wujing, sont pas en avant, pas en arrière, prendre garde à gauche, regarder à droite et équilibre central. Équilibre central qui fait référence à l'enracinement et notamment le travail du centre du corps, le dantian. Donc l'ensemble de ces 13 éléments, donc je reviens, les 8 portes et les 5 déplacements, ces 13 éléments, est connu sous le nom des 13 postures, Shi San Chi. C'est la pierre angulaire du tai chi en tant qu'art martial. C'est en référence à ces principes fondamentaux que l'on attribue au tai chi le nom, justement, de Shi San Chi. C'est aussi pourquoi on apprend souvent la forme courte, dite des 13 postures, en premier dans l'apprentissage du tai chi. Je ne sais pas si parmi vous il y a des pratiquants de tai chi ici, mais souvent les 13 postures sont apprises en tout début d'apprentissage. Alors, on va parler un petit peu maintenant justement de l'influence du tai chi sur la santé. Le tai chi chuan est un art martial chinois dont le but est de reproduire des formes de corps composées de techniques de combat, attaque et défense, exécutées de manière très lente avec un contrôle postural très rigoureux. L'ensemble des muscles et des articulations du corps vont être sollicités de manière très tonique et personnellement, j'intègre aussi le travail à deux pour expliquer et donner du sens aux techniques que nous employons, mais toujours en douceur, sans violence, avec beaucoup de contrôle, sans coup vraiment porté. Ce prolongement vers la self-défense permet aussi d'améliorer la confiance en soi. C'est aussi l'occasion de faire un travail kinesthésique important pour ressentir la portée des techniques utilisées et travailler dans la forme qui, lui, se fait dans l'espace. C'est l'occasion aussi de travailler sur la respiration, l'équilibration et la concentration nécessaires à la bonne réalisation des mouvements de tai chi. Donc le tai chi va notamment permettre de renforcer les organes du corps. Le tai chi met l'accent non seulement sur le renforcement du cœur et des poumons, mais il permet aussi de renforcer et d'équilibrer les fonctions de tous les organes. Le tai chi renforce également le système immunitaire et sa pratique régulière aide à libérer les tensions musculaires, ce qui permet une meilleure circulation du sang, de la lymphe et abaisse la tension artérielle. En Chine, le tai chi est très lié à la médecine chinoise et très très lié dans la mesure où ils arrivent même à faire passer c'est une vraie notion de soin
par le tai chi. Au niveau de la force des jambes, c'est vrai qu'en pratiquant les mouvements de tai chi, on arrive à se détendre complètement et les contractions musculaires se relâchent progressivement. Le poids du corps étire les muscles des jambes à leur limite, ce qui va les renforcer. Cette façon de travailler le renforcement est à l'opposé de la plupart des autres types d'exercices qui utilisent la contraction des muscles, comme par exemple en musculation. En pratiquant le tai chi, les muscles des jambes deviennent plus toniques avec une plus grande amplitude de mouvement. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir des pratiquants de tai chi continuer à pratiquer à un âge très avancé. En effet, le tai chi peut être pratiqué tout au long de sa vie et avoir de bonnes jambes, justement jusqu'à un âge avancé, est primordial. Le tai chi est réputé aussi pour améliorer l'équilibre et les études ont montré que ceux qui pratiquent tombent moins souvent et sont moins blessés. En tout cas, moins blessés s'ils chutent. Donc, voici quelques explications justement sur le travail spécifique de l'équilibre. Les transitions des mouvements du tai chi nécessitent d'avoir tout le poids sur une jambe pendant que l'autre est vide et avance, donc sans poids. Puis touche le sol en commençant par le talon, souvent, puis la pointe du pied et tout le poids est à nouveau sur cette jambe. Cette façon de marcher, de se déplacer, est nommée le pas vide. Le résultat est que chaque étape du tai chi exige de l'équilibre, ce qui l'améliore considérablement à force de pratique. On verra un petit exemple tout à l'heure de ce pas vide dans la petite vidéo qu'on va passer. L'un des principes les plus élémentaires des mouvements du tai chi est de débarrasser le corps de la force musculaire de contraction. Cela abaisse le centre de gravité du corps, ce qui entraîne aussi une plus grande stabilité. En outre, la force des jambes du pratiquant de tai chi aide à faire les ajustements nécessaires lorsque l'équilibre est menacé. On va aussi avoir, en pratiquant le tai chi, une amélioration de l'alignement corporel. Donc, c'est important de comprendre que l'alignement optimal des articulations en pratiquant le tai chi, en effet, lorsqu'il n'y a pas d'alignement, le cartilage de l'articulation subit une usure excessive sur une période de temps, parce que au lieu d'avoir une pression concentrée sur l'articulation, celle-ci est plus sur le bord où le cartilage est plus mince. Donc, un alignement incorrect met une contrainte, on va dire une contrainte de cisaillement sur ces ligaments et ils peuvent se déchirer par un mouvement brusque. Lorsque l'alignement est correct, l'effort de la force et la pression exercée sur les articulations est plus limité. On parle aussi d'alignement au niveau de la colonne vertébrale. On va partir du bassin, on va aligner d'abord le sacrum avec la colonne lombaire, puis aligner la colonne dorsale et la colonne cervicale, notamment en étirant la tête vers le haut, un peu comme si on était tiré là comme une marionnette, de manière justement à avoir cet alignement vertébral qui va aussi permettre de travailler sur l'équilibre et donc sur la verticalité, ce qu'on appelle la verticalité. Pratiquer le tai chi nécessite de lâcher les tensions et plus on pratique, plus on prend conscience de ses propres tensions corporelles. La pratique du Twishu, ce qu'on appelle le Twishu, c'est la poussée de main. Donc c'est un exercice qui se pratique à deux et qui accentue aussi cette prise de conscience. Les praticiens expérimentés de tai chi ont tendance à avoir une prise de conscience accrue des personnes et des objets autour d'eux et sont plus susceptibles de prendre conscience d'une situation dangereuse. Pratiquer le Twishu avec un partenaire est aussi important que de pratiquer la forme de tai chi. Donc c'est vrai que le tai chi va développer cette conscience de soi, cette acuité, mais aussi va permettre de travailler sur ce qu'on appelle la kinesthésie,
à partir du moment où on va travailler à deux, on va forcément, il va y avoir contact avec l'autre et cette kinesthésie va être développée et notamment en combat. Le pratiquant va pouvoir prendre des informations qui ne sont pas seulement visuelles ou auditives, mais aussi kinesthésiques, c'est-à-dire à un moment donné, quand je sens que je n'ai plus le contact du partenaire, c'est que j'ai même pas besoin de le regarder, c'est que il a peut-être enlevé son bras pour armer un coup de poing, donc tout de suite ça va m'alerter. Donc c'est vrai que ce travail à deux est très très important aussi. Au niveau de la vision aussi, la pratique du tai chi enseigne l'utilisation des yeux d'une manière plus détendue et cultive l'utilisation de la vision qu'on appelle périphérique, ce qui est très intéressant et peut se révéler aussi un atout au quotidien lors de la conduite, de la marche ou de toute autre activité. Au niveau cardiovasculaire, alors il y a deux façons de nettoyer et de tonifier, on va dire, les vaisseaux sanguins et d'oxygéner les tissus du corps. La première est de faire des exercices qui provoquent une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration. La deuxième est de faire des mouvements lents et naturels qui libèrent le corps des blocages et aident à la circulation sanguine, ce qui permet le transfert de l'oxygène et des nutriments aux cellules et leur permet de libérer leurs déchets. Cela dit, faire de la course, de la marche, de la natation, du vélo est totalement compatible, bien sûr, avec le tai chi, voire complémentaire. Alors, en conclusion de cet exposé, je vous propose de terminer par un petit visionnage d'une vidéo courte qui va justement vous permettre de mettre en relation un peu les éléments théoriques que l'on vient de voir, qui seraient plutôt de l'ordre du yin, et un exemple de pratique physique qui serait effectivement plus du côté du yang. Voilà, donc une petite illustration. Alors, je vais voir si je peux le faire directement. Donc, voilà, très bien. Je vais la mettre comme ça. Voilà, ce sera bien plus simple. Voilà, impeccable. Allez, je vais vous lancer la petite vidéo. Donc, justement, cette vidéo, c'est le début de la forme dont je vous parlais tout à l'heure, la forme 108, qui fait référence à la Terre, au ciel et à l'homme. Et la première partie de cette forme, ce qu'on appelle le petit tai chi, fait référence à la Terre. Elle n'est pas très longue et aussi c'est une forme qu'on peut apprendre facilement en début d'apprentissage. Donc je vais la mettre comme ceci. Il faut que je fasse commencer ma vidéo, Gaëtan ? Voilà. Donc je vais vous la passer. De manière à ce que vous l'ayez en entier, un fluide, enchaîné. Ça a été tourné avec les étudiants lors d'un cours. Je m'adapterai peut-être un tout petit peu pour le cadre.
écoutez, c'est une forme assez courte, hein, elle dure 2 minutes. Bon, là, je la réalisais assez rapidement. Hein, c'était à l'usage des étudiants pour qu'ils puissent travailler ensuite. Donc là, elle est faite de manière assez rapide, même si les mouvements quand même peuvent paraître lents. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que en tai chi, en général, voilà, plus on avance et plus on va chercher à ralentir ces mouvements. D'accord? Voilà, donc là, sur la forme 108 complète, ce que vous avez vu, c'est, je dirais, même pas un tiers, quoi. Hein? Voilà, c'est bien moins que ça. Voilà, même si après la deuxième partie est beaucoup plus longue et la troisième partie encore plus. Hein, c'est pour ça. Voilà. Même si c'est un tiers, même si c'est la première partie sur 3, c'est quand même la partie la plus courte. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le petit tai chi. Voilà. Bien. Écoutez, j'en ai fini avec l'exposé. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, on m'explique qu'on ne peut pas poser des questions directement, donc c'est pas grave. J'espère que cet exposé vous a intéressé. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour y répondre. Ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que ça vous a donné l'envie peut-être de commencer la pratique de cet art martial très doux et très intéressant à beaucoup de titres. Vous avez pu le voir. Merci bien. Bonne journée.